Chers amis auditeurs de Radio Rumuri, bonsoir. Vous êtes avec votre serviteur Célestin Sevahire et nous sommes le mardi, le 3 mai 2022, l'année 2022. Et je pense qu'il est présentement 19h29. Aujourd'hui, je pense que nous allons vraiment être ponctuels parce que normalement, nous commençons nos émissions en langue française à 19h30 pile. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment à l'heure. Et je remercie mes invités qui sont déjà là, déjà. Je les remercie vraiment d'être à l'heure. Et nous allons directement commencer nos émissions en langue française. Déjà, avant de vous présenter le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, j'aimerais tout de suite vous présenter mes invités. Ce sont les invités que vous connaissez, les invités qui sont très connus par les Rwandais. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont soucieux de ce qu'on appelle les droits de l'homme, de ceux qui sont la justice et la vérité, c'est ce qui se passe chez nous au Rwanda. Donc, je vais commencer par l'ambassadeur avec qui vous êtes habitués tous les mardis. Habituellement, vous êtes avec lui. C'est lui qui nous accompagne. Mais je vous dis donc vous êtes déjà que nous avons encore un autre invité d'honneur aujourd'hui. Nous serons au nombre j'aurai deux invités aujourd'hui. Donc, je vais commencer par vous présenter, monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur Jean-Marie Vianney, bonsoir chez vous, en France. Bonsoir, mon frère Célestin. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être de nouveau avec vous sur Radio Urumuri pour partager avec nos auditeurs et nos téléspectateurs, parce qu'il s'agit de nos amis, les amis de Radio Urumuri, partager avec eux l'actualité, mais aussi et surtout le thème principal que vous avez présenté à l'avance. Ce sera aussi avec un grand plaisir de partager cette analyse avec mon ami de toujours, Joseph Matata, que je n'ai pas revu trop souvent ces derniers temps, mais je le vois quand même sur Radio Urumuri, dans les émissions en Kinyarwanda. Et ce sera vraiment avec grand plaisir qu'on va aborder le thème que vous avez présenté. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. Donc, vous avez déjà vendu la mèche. Donc, mon deuxième invité, donc, il s'agit bien de quelqu'un de très connu sur la scène des droits de l'homme au Rwanda. Il s'agit de monsieur Matata Joseph, que je vous présente. Bonsoir, monsieur Joseph Matata. Bonsoir, mon grand frère Jean-Marie. Bonsoir, Sevahire. Bonsoir, tous les auditeurs de Radio Urumuri, ceux qui sont dans le chat actuellement, et ceux qui nous écouteront dans les années ou dans les jours à venir. Je vous remercie. Je vous remercie à tous les deux. Je ne savais pas qu'il était votre grand frère. Je savais que vous êtes jumeaux ou quoi, mais j'en apprends des choses tous les jours. De quelques mois quand même. Mais ça compte. Voilà. Donc, nous allons parler vraiment de quelqu'un de très éminent, de quelqu'un vraiment que je voudrais dont je voudrais vous partager la photo pour que vous voyez de qui il s'agit. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de parler du docteur Charles Onana. Charles Onana, qui pour le moment est dans le collimateur du régime rwandais, disons-le comme ça, qui pour le moment est menacé vraiment d'être poursuivi en justice pour négation du génocide contre les Tutsis, contre d'autres chefs d'accusation qui sont on ne peut plus gravissimes. Mais avant de parler de M. Charles Onana, j'aimerais quand même qu'on se dise qui est Charles Onana normalement. Donc, Charles Onana, c'est un politologue avant tout, et mais il est aussi journaliste d'investigation. Je l'ai précisé tout à l'heure en langue nationale. Un journaliste d'investigation, c'est quelqu'un qui ne se contente pas de gober tout ce qu'on raconte sur les télévisions, sur les radios, sur les médias. Surtout que ces derniers temps, nous avons vu vraiment comment les télévisions, tous les grands médias de ce monde sont vraiment, j'ose le mot, sont manipulés. Surtout si dans le cas vraiment qui nous concerne l'actualité maintenant, dans la guerre en Ukraine, on regarde vraiment on constate que tous les grands médias de ce monde ne nous donnent pas les informations réellement. Ils font carrément ce qu'on appelle la propagande. Et c'est vraiment d'autant plus désolant que la plupart des journalistes vraiment qui travaillent sur ces grands médias sont les journalistes professionnels. Mais lui, Charles Onana, c'est quelqu'un qu'on appelle un journaliste d'investigation. Donc lui ne se contente pas
de voir les informations. Lui, il va beaucoup plus en profondeur. Il va chercher, il va investiguer, il va mener des enquêtes, confronter des éléments pour vraiment atteindre la vérité qui se cache derrière tous les grands événements qu'on nous présente en général. Et ces derniers temps, on parle de lui surtout en ce qui concerne les ouvrages qu'il a publiés. Il en a publié pas moins de 5 sur la région des Grands Lacs. Et je vais tout à l'heure vous les passer en revue, d'ailleurs, toute sa biographie. Mais on oublie que c'est quelqu'un d'une très grande envergure. Monsieur Charles Nana n'a pas publié que sur la région des Grands Lacs. Comme nous allons voir tout à l'heure, c'est quelqu'un vraiment d'une grande envergure. C'est pas quelqu'un qui ne se contente pas, qui ne contente seulement d'une seule région. Nous allons voir tout à l'heure. Donc, je vous ai dit que il est docteur en sciences politiques. Il a obtenu son doctorat en 2017, si ma mémoire est bonne. Et si je passe en revue brièvement quelques-uns de ses ouvrages, vous allez voir que il est beaucoup plus large que ce qu'on veut nous présenter. Donc, Charles Nana a publié ce qu'on appelle un livre appelé Bokassa, Ascension et chute d'un empereur, 1921-1996, pour parler comme en France. Une enquête qui dévoile la face cachée du pouvoir sous Giscard d'Estaing et Mitterrand. Le deuxième livre, les secrets du génocide rwandais. Enquête sur les mystères d'un président. Il a aussi publié en 2002 Enquêtes interdites. Il a publié en 2003 La France et ses tirailleurs. Donc vous voyez que déjà ce thème des tirailleurs sénégalais qui ont aidé la France dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est un sujet qui n'a rien à voir avec la région des Grands Lacs. Alors, il a publié aussi en 2005 Les secrets de la justice internationale, enquête truquée sur le génocide rwandais. Il a encore publié en 2005 Silence sur un attentat. Il a encore publié en 2006. Donc, vous voyez qu'il publie au moins un livre par an, sinon pas plus. Vous allez voir pourquoi. Et même si en 2006, il en a publié 3 déjà, mais même 4 d'ailleurs. En 2006, il a publié L'édition menacée, livre blanc sur l'édition indépendante. Donc, vous voyez vraiment qu'il est beaucoup plus large, qu'il a une grande envergure qui dépasse de loin la région des Grands Lacs. En 2006, il a publié aussi Pourquoi la France brûle, la racaille parle. Il a publié encore en 2006 Joséphine Baker contre Hitler, la star noire de la France. Il a publié en 2006 encore Noir, blanc, beurre, 1940-1945, libération de la France. Il a publié aussi Une vie de lion avec Roger Mila, préface de Pelé et postface par de Stephen Blatt. Il a publié en 2007 Un racisme français. Le communautarisme blanc menace la République. Il a publié en 2007 encore René Maran, le premier Goncourt noir, 1887-1960. Il a publié Les voyous de l'Arche de Zoé. Enquête sur un kidnapping d'enfants. Il a publié en 2009 Ces tueurs Tutsis au cœur de la tragédie congolaise. Il a publié en 2010 Al-Bashir et Darfour, la contre-enquête. Il a publié en 2011 Côte d'Ivoire, le coup d'État. Il a publié en 2012 Europe, crimes et censure au Congo. En 2013 France, Côte d'Ivoire, la rupture. En 2014 La France dans la terreur rwandaise. En 2015 Palestine, le malaise français. En 2019,
Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise. En 2020, alors Bokassa, vie et dernière confidence. Et en 2094 et en 2021, donc l'année passée, enquête sur attentat, Rwanda, 6 avril 1994. Là, je m'arrête sur ce qu'il a publié jusque l'année passée. Ici, j'ai même le dernier qu'il a publié, il s'appelle Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise qui vient d'être publiée là aussi. Donc, je ne vais pas compter. Si vous avez compté, on a dépassé plus de 20 ouvrages qui montrent l'envergure de cette personnalité que Charles Onana. Donc, j'ai seulement présenté vraiment brièvement ces ouvrages. Vous voyez on va dire les sphères que couvrent les recherches, les investigations menées par ce journaliste vraiment de grande envergure et qui pour le moment, comme je vous l'ai dit, est sous la menace d'être poursuivi en justice. Alors, j'ai invité les deux. Je pense que quand on parle de la lutte pour les droits de l'homme, parmi les Rwandais, on pense en premier lieu à Matata et à Jean-Marie Vianney-Guichman, les ambassadeurs. Ce sont vraiment les personnages les plus importants. Je ne néglige pas les autres parce que quand on pense vraiment de la lutte pour les droits de l'homme, on pense en premier lieu, ou en tout cas, parmi les premiers auxquels on pense, figurent mes deux invités d'aujourd'hui. J'aimerais commencer par monsieur l'ambassadeur, qui, je crois, connaît très bien monsieur Charles Onana. Quel a été votre sentiment? Comment vous avez réagi à cette enquête qu'on a été menée contre Charles Onana, qui visiblement va être traduit en justice pour négationnisme et du génocide, monsieur l'ambassadeur? Merci d'abord pour nous avoir présenté les ouvrages qu'a produit Charles Onana. Il est évident que c'est une exception. Dans l'exception africaine, Charles Onana vient en premier. C'est lui qui a écrit le plus d'ouvrages aussi diversifiés et aussi pertinents sur les différentes époques de notre continent, sur les grandes crises. Et aussi, évidemment, sur la France en réalité et l'Afrique. Parce que les tirailleurs, c'est en France. Parce que Bokassa, c'est en France. Parce que tout ça est lié en réalité. Et il vit en France, il est d'origine camerounaise, mais il est français. C'est une évidence aussi. Je pense que je ne vais pas trop parler de l'homme de lettres. Je vais plus parler de l'homme engagé. Parce que Charles Onana est engagé pour les causes qui, chaque fois, vont dans le sens de la défense des plus faibles et de la justice. La défense de la justice. Il est contre les injustices. Il est contre les gens qui voient passer les injustices sans broncher. Sans brancher, pardon. Donc, il est vraiment un homme engagé et constant dans ce qu'il fait. Peut-être que tout à l'heure, on va parler de la fameuse plainte contre Charles, engagée par l'association Survie et par d'autres, hein, parce c'est toute une, j'allais utiliser le mot bande, mais ils travaillent vraiment en bande. Vous avez dit en les annonçant que c'était des gens qui travaillaient avec le FPR. Non, ils travaillent pour le Front patriotique rwandais depuis, même avant la prise du pouvoir par Paul Kagame, il faut le savoir. Donc, nous allons parler de tout ça, mais en tout cas, Charles Onana, c'est évidemment, ce qui me concerne, un ami de plus de 20 ans que j'ai connu après 1994, avec qui j'ai fait plusieurs conférences. On a travaillé ensemble sur bien des dossiers. Il a eu à me donner quelques éléments ou documentation pour mes propres recherches. Et inversement, je lui en ai donné aussi. Et je suis toujours étonné de la capacité qu'il a à partir de documents que vous lui donnez le 1er mai, à la fin du mois, il a déjà fait un livre sur le contenu de ces documents et de manière aussi efficace que fidèle, en fait.
il sait détriquer l'événement, les documents, pour en faire quelque chose de logique et finalement produire un livre qui se bat contre les injustices. C'est toujours la même chose. Quand il a commencé à travailler sur le Rwanda, on le sait, peut-être que les associations de Paris ne le savent pas, mais il a commencé à travailler avec notre ami Deo Mouchaïdi. Matata le sait, puisqu'il est l'ami des deux. Voilà, exactement. Ils ont écrit ce livre ensemble et tout ce qu'on accuse Onana d'avoir mis dans ce livre, en partie, c'est ce journaliste Tutsi, aujourd'hui en prison à Kigali, Deo Mouchaïdi. Il paye aussi pour ce qu'il a dit de vérité. Lui qui a travaillé pourtant au secrétariat général du Front patriotique rwandais après 1994, mais c'était un homme, un diseur de vérité, comme Charles Onana. Eh bien, on veut l'accuser d'être anti-Tutsi, mais c'est quand même extraordinaire. Un Camerounais, pourquoi un Camerounais serait anti-Tutsi et pourquoi eux, les Français en question, Survie et les autres, FIDH, pourquoi ils seraient plus Tutsi que Charles Onana ou anti-Hutu que Charles Onana? On va en parler. On va en parler parce qu'on les connaît aussi un tout petit peu quand même. Je vais laisser Joseph aussi intervenir là-dessus. Nous sommes en train d'introduire le sujet, mais tout à l'heure, on va parler davantage de ceux-là même qui ont porté plainte injustement contre Charles Onana. Justement, d'aller aborder justement son problème, cette question de savoir, surtout Monsieur Joseph Matata, qui le connaît, je pense qu'il est parmi les plus anciens qui luttent pour les droits de l'homme, même depuis que vous êtes du Rwanda. D'ailleurs, on vous connaît depuis le Rwanda. D'ailleurs, Monsieur Joseph Matata, mais quand vous êtes arrivé ici en Belgique, vous avez fondé le CLIR, donc le Centre de lutte contre l'impunité et l'injustice au Rwanda. Et récemment d'ailleurs, j'ai vu que quelques chercheurs, entre guillemets, au Rwanda se sont attaqués personnellement à vous et à votre centre de recherche. J'aimerais quand même que votre sentiment, quand vous avez vu cette plainte qui a été déposée par des différentes organisations sur lesquelles nous allons revenir tout à l'heure. Quel a été votre sentiment, quelle a été votre réaction? Que pensez-vous qui se cache derrière cet acte, derrière ces accusations? Je suis révolté. Je suis très révolté. Je suis en colère de voir que des groupuscules d'associations s'attaquent à un journaliste d'investigation le plus sérieux sur la tragédie de la région des Grands Lacs. Donc, c'est un sentiment de colère justifié. Et s'il y a quelqu'un qui devrait, ou s'il y a encore des gens qui devraient accuser Charles Onana d'être dénégationniste, ça serait mon grand frère, Ndajima Jean-Marie Vianney et moi-même, puisque nous sommes des victimes aussi de ce génocide. Nous aurions été les premiers, or nous sommes les premiers à le féliciter. Donc, j'ose croire que s'il y a encore des magistrats sur la terre, ou si en France encore il y a des magistrats honnêtes, ils devraient tout simplement déclarer un non-lieu pour ne pas faire perdre du temps à un grand chercheur comme Charles Onana. Il a écrit sur plusieurs sujets sensibles, notamment sur celui-ci, que vous voyez. Il a même fustigé l'Europe. Personne n'a osé l'accuser, personne n'a osé porter plainte contre lui. Mais des petites associations qui mangent dans la main du FPR s'amusent absolument à vouloir lui faire perdre du temps. Pour moi, l'accusation de Charles Onana, c'est un divertissement, c'est une distraction, c'est une façon de lui faire perdre du temps ou de lui faire perdre le sommeil, alors qu'ils savent très bien que leur dossier, eux, ils n'ont rien à cirer dans leurs agissements et ils servent à la cause d'un tyran, un tyran qui sévit, qui massacre en Afrique. Ils devraient avoir honte de s'appeler droits de l'homme, de porter des titres ronflants disant que ce sont des droits de l'homme. Une association de droits de l'homme
ou proche, où tu travailles sur, sur le sort des populations victimes de massacres, ne se comportent pas comme ça. C'est pour cela que je suis très fâché. Donc, ils ont déjà essayé avec celui-ci, le dossier d'un mystère, ils ont porté plainte jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute, ils ont retiré leur plainte. Oui, justement, nous allons y revenir, monsieur Matata. Je voulais vraiment d'emblée, justement, j'ai recueilli vos ressentiments, votre ressenti, justement, par rapport à cette plainte. J'aimerais justement retourner chez monsieur l'ambassadeur, parce que nous allons parler à tour de rôle. Monsieur l'ambassadeur, vous qui connaissez certaines de ces organisations qui ont porté plainte et qui savaient, monsieur Matata, allez commencer à en parler, qui connaissaient justement l'histoire. Parce que c'est pas la première fois que monsieur Onana fait objet des attaques, on va dire judiciaires carrément. C'est pas la première fois. Est-ce que pensez-vous de ces organismes qui portent plainte contre lui? Qu'est-ce qui est de nouveau pour le moment par rapport aux anciennes plaintes qui avaient été déjà posées par les différentes organisations, monsieur l'ambassadeur? Écoutez, je vais vous étonner en vous informant que Joseph Matata connaît mieux ces associations. Parce qu'il les a rencontrées avant le génocide, parce qu'il les a suivis dans leur fameuse enquête dite neutre et indépendante, début 1993. L'ancien président de l'association Survie était membre, sauf qu'il avait revêtu un autre chapeau pour participer à cette commission, soit disant qu'il était neutre et indépendant, alors que l'avenir nous a révélé qu'il travaillait pour le FPR depuis un certain temps. La Fédération internationale des droits de l'homme était là, représentée. Je pense que la Ligue, Joseph, si je ne me trompe, la Ligue des droits de l'homme était là aussi. Je pense. Et donc, Joseph les a rencontrés, pas ceux qui dirigent actuellement ces associations, mais leurs prédécesseurs. En tout cas, ce sont les mêmes associations qui sont allés au Rwanda, soi-disant faire une enquête neutre, indépendante. Et puis plus tard, on a compris que ceux qui ont participé à cette mission d'enquête travaillaient déjà pour le FPR. En fait, ils nous ont eus. Et d'ailleurs, leur rapport le montre. Ils ont produit un rapport. Joseph Matata n'était pas là quand ils ont finalisé ce rapport, hein. Et moi, j'ai assisté à sa présentation à Paris, dans une grande salle qu'ils avaient louée. Eh bien, c'est un rapport, en fait, qui était partial dès le départ, et partiel d'ailleurs, parce qu'il a montré, alors qu'il était censé produire un rapport sur les atrocités commises par les deux belligérants, eh bien, ils se sont concentrés pendant tout leur séjour au Rwanda, pendant toute la durée de leur enquête, 2 semaines, je crois, une dizaine de jours, sur les atrocités commises du côté gouvernemental. Et puis, ils ont passé 2-3 heures dans le nord, dans la zone, 2 heures dans la zone du FPR. Je les ai accompagnés. Voilà, Joseph était là. Il sait, il peut raconter, ce sera peut-être un autre débat, une autre fois, mais je connais ces gens, et en particulier l'association Survie, qui était à l'époque dirigée par un certain Jean Carbonard. Je ne voulais pas prononcer les noms de ces gens-là parce que Carbonard est mort, mais il a laissé des successeurs qui ont continué le travail pour le FPR. Et donc, j'ai beaucoup de questions à me poser. Ceci dit, la plainte en elle-même, c'est vraiment une grande comédie. Imaginez-vous qu'on accuse Charles Onana d'avoir affirmé qu'il n'y avait pas eu de génocide contre les Tutsis entre 90 et 94. Il raconte l'histoire, lui. Il le dit ici. C'est ce que voilà, il raconte l'histoire. Avec un rescapé Tutsi. Et ce n'est pas l'association Survie ou la FIDH qui vont nous dire le contraire. L'association, plutôt ce génocide, officiellement, aussi bien au Rwanda qu'aux Nations Unies, que partout dans le monde, a commencé le 7 avril 1994.
Donc, avant cette date-là, il n'y avait pas eu de génocide contre les Tutsis. Je le dis aussi, je l'affirme, quitte à avoir une plainte contre moi, je suis prêt à expliquer cette partie de notre histoire. Il n'y avait pas de génocide contre les Tutsis depuis entre 90, pendant la période de la guerre, donc entre 90 et 94. Tout le monde le sait, mais Onana l'a écrit, il l'a répété sur les ondes de certaines radios qui ont bien voulu risquer de l'interviewer parce que lui, Onana et beaucoup d'autres camarades, eh bien, nous sommes censurés en France parce que ces associations s'interposent, parce que ces associations profitent peut-être de la faiblesse des dirigeants français. Ça vous couper la parole, monsieur l'ambassadeur. Tout à l'heure, je vérifiais sur Wikipédia. Je me rappelle quand M. Onana m'avait donné une interview il y a quelques années d'ici sur son livre Enquête sur un attentat. Ouais. Et à la sortie de son livre-là, il m'avait donné une interview ici. À ce moment, j'avais collecté des informations au niveau de sa biographie, de sa vie et tout. Et tout à l'heure, j'ai jeté un œil sur la page Wikipédia qui parle de Charles Onana. Tout a été changé. Là, j'étais vraiment étonné. Ce qu'on disait à ce moment, il n'y a même pas 2-3 ans, ça a changé complètement. Maintenant, il est entre, si vous lisez entre les lignes, on voit que même la page de Wikipédia a changé l'orientation de la présentation de M. Charles Onana, comme si c'est quelqu'un il publie des livres qui sont contestés. Voilà. Ils ajoute son mot contesté. Ce moment-là n'existait pas n'était pas dans la présentation que j'ai consultée, il y a même pas 3 ans d'ici. Donc, c'est vous dire vraiment la force et la puissance de ces organisations qui arrivent même à aller influencer justement les pages de Wikipédia. C'est vous dire vraiment que ce sont des gens qui sont influents. Peut-être que nous allons d'ailleurs y arriver tout à l'heure, parce que quand on voit la façon dont il rouvre en fait, parce qu'il le réattaque en fait, parce que peut-être que vous allez nous en parler tout à l'heure. C'est pas la première fois que M. Charles Onana est attaqué devant la justice française, M. l'ambassadeur. Je crois que ce ne serait pas mauvais si Joseph pouvait nous parler de ces associations pour la période où il les a connues, leur travail au Rwanda, leurs tendances, et puis après, après la prise du pouvoir par le FPR, oui. Et après. Justement, parce que c'était la première question que vous avez posée. On va d'abord terminer justement cette question pour savoir qui sont ces associations. Voilà. Monsieur Joseph Matata, est-ce que vous pouvez vraiment nous éclairer pour nous présenter, pour nous dire ce que vous savez de ces associations, monsieur Matata Joseph? L'association survit, elle ne survit que grâce justement au régime totalitaire du Rwanda. Donc, comme son nom l'indique, je ne pense pas qu'elle a fait beaucoup de boulot ailleurs, ni sur les Congolais, les millions de morts, non. Elle est survie, je ne sais pas dans quel coin. J'ai rencontré sa représentante, Madame Sharon, il y a longtemps. Elle essayait de me convaincre que j'avais tort. Moitié victime de tous les massacres commis au Rwanda et au Congo. Moitié des êtres chers qui ont péri depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Une Française voulait me convaincre que j'avais tort de parler de mes frères et sœurs massacrés. Donc, vous imaginez quel culot. Évidemment, quand je lui ai dit qu'elle se met le doigt dans l'œil, on n'a plus parlé, on n'a plus... Donc, je ne les intéresse plus. Mais à cette occasion-là, elle m'avait rencontré. Donc, elle me connaît. Je crois qu'elle vit encore, elle est toujours responsable. Ouais, je crois qu'elle est décédée, Joseph. Quoi? Elle est décédée. Ah, Madame Sharon. Ah, oula. Oui, je l'avais rencontrée, elle n'était pas très plus âgée que moi. Bon, disons que, soit. Si. Oui. Ce qui est bizarre, justement, monsieur Matata, c'est vraiment qu'il y a... Donc, je parle aussi... Monsieur Matata, si vous permettez-moi de vous couper la parole un tout petit peu, c'est vous essayez de voir, quand vous voyez le premier ouvrage que vous avez en main, que moi aussi j'ai ici dans ma bibliothèque, qu'il a écrit avec Deo Moussaïdi. Deo Moussaïdi. Un rescapé tout du génocide, justement. Exactement, un rescapé tout du génocide, qui était un grand représentant du FPR d'ailleurs à ce moment-là. D'ailleurs, j'irais même plus loin.
Il y a deux Tutsis qui ont beaucoup intéressé, qui ont appris à Sharonana à s'intéresser sur l'histoire du Rwanda. C'est Nyetera Théophile Antoine et Deo Sharamouchadi. Sont deux Tutsis proches même de la lignée royale. Donc, dire que Sharonana est un négationniste, c'est une insulte à la mémoire de ces gens, à la mémoire de Nyetera, surtout qui vit encore, et à l'intégrité de Mouchaïdi, qui est le Tutsi, qui est en prison parce qu'il a toujours été du côté des sans-voix, il a toujours exprimé sa vérité jusqu'à mourir, il en est victime. Donc, c'est déjà un gros mensonge si vous partez de ça. Or, ce n'est pas ça seulement. Quand il a écrit des livres, par exemple sur la justice internationale, c'est parce que le tribunal pénal international traitait la justice, le génocide rwandais. Donc, il ne pouvait pas, en aucun cas, ignorer le génocide. Je crois que le problème qu'il a, c'est ça. Ils ont peur de ça. Ils ont peur de son travail qu'il a fait sur l'enquête. Parce que ça, c'est déjà avec... c'est un acte d'une colloque, plutôt d'un colloque qu'ils ont tenu à Paris en 2003. Donc, il en a fait un livre. Ensuite, quand il parlait des crimes commis avec la bienveillance de l'Union européenne, c'est ça. Sharonana est attaqué parce qu'il met le nom sur les criminels, il met un visage sur le principal fossoyeur des peuples de la région des Grands Lacs. Je crois que c'est ça qui fait peur à ces associations amies de Kagame et probablement bénéficiaires de ces largesses. Merci. Oui, excusez-moi, je parlais sans avoir Alors, il y a la Fédération internationale des droits de l'homme. Donc, c'est une fédération qui, pendant longtemps, a été, je vais dire, partenaire de Human Rights Watch. Je ne sais pas si encore aujourd'hui ils sont encore ensemble, mais le fait qu'elle s'est toujours laissée embarquer par les copains et les copines de survie, ça le mettra en difficulté parce qu'il risque de perdre, je vais dire ça, il risque de perdre sa crédibilité à force de se plonger avec SOS Racisme, avec les associations manipulées par l'ambassade, etc. C'est une organisation de grande envergure, dont d'ailleurs certaines organisations rwandaises font partie. Donc, moi, je ne comprends pas son attitude. Je crois que c'est comme si je donnais ma signature à quelqu'un sans vérifier la nature même de sa plainte ou le sérieux de sa plainte. Donc, je pourrais dire que c'est l'organisation la plus sérieuse, mais qui, je ne comprends pas pourquoi ils peuvent s'attaquer à Sharonana, qui, lui, a toujours travaillé pour défendre les victimes et que les associations qui l'attaquent aujourd'hui n'ont jamais dénoncé un seul crime du régime du président Paul Kagame. Il devrait avoir honte de se retrouver devant un tribunal. Je crois que ce sont eux qui devraient être traduits en tribunal. Voilà. Je vais ajouter un élément d'information qui peut éclairer et clarifier certaines situations, certaines positions. Vous savez, en 1994, quand je suis arrivé à Kigali, c'est-à-dire un an après la fameuse enquête internationale dite neutre, de janvier-février 1993, qui je vois? Je vois le président de l'association Survie à Kigali. En fait, il était arrivé dans les valises du Front patriotique rwandais, comme je le dis souvent, parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas, même les réfugiés rwandais n'étaient pas encore rentrés en masse. Ceux qui venaient, les supporters du FPR, n'étaient pas encore là, que déjà le président de Survie était à Kigali. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il n'était pas venu en touriste.
Il était devenu conseiller du président de la République, Pasteur Bizimungu, et de son vice-président, Paul Kagame. Alors que nous, les ministres, nous n'avions pas encore de moyens de déplacement, lui, il avait déjà un véhicule mis à sa disposition par le régime. Il avait une escorte militaire et il était, on m'a dit ensuite qu'il y avait un contrat entre Survie et le nouveau régime pour l'aider à la réhabilitation des rapatriés. Pas du tout. Il était mêlé à la politique parce que 2 mois plus tard, lorsque j'ai reçu le rapport de Robert Gersony et que début octobre, j'ai accompagné Bizimungu à Washington et à New York, qui je trouve là, une fois encore, le président de Survie, qui attendait et qui traitait Alison Desforges de tous les noms. Il l'a traité de folle, de vieille folle, en ma présence, et en disant, Alphonse, comment il peut aller manger avec cette vieille folle? Il parlait du ministre de la Justice du Rwanda, pour vous dire jusqu'à quel point il était devenu puissant dans le système du FPR. Devant moi, devant Pasteur Bizimungu, il a traité Alison Desforges de vieille folle parce qu'elle parlait des crimes du FPR, parce que le rapport de Human Rights Watch, voilà, le rapport de septembre, le rapport de Human Rights de septembre venait de sortir. D'identifier que le FPR a massacré des gens dans ce qu'on appelle des régions pièges. Et pas seulement ça, lorsque nous étions justement à New York, Alison Desforges et moi, on s'était arrangé pour passer les éléments du rapport Gersony à New York Times et au Washington Post. Et je pense que le président de Survie a dû le savoir. Je vous dis, il a traité Alison Desforges, qui était quand même une grande experte de Human Rights Watch et qui avait participé à la même mission de début 93 au Rwanda. Mais il ne pouvait plus la sentir parce qu'il avait compris qu'il n'avait pas les mêmes, j'allais dire, les mêmes principes. Alison Desforges était capable de défendre les victimes Tutsi et les victimes Hutu et les victimes japonaises et les victimes de... Pour Survie, il n'y avait que des victimes d'un côté. Alors, 95, en ce moment-là, le monsieur est toujours au Rwanda, mais il a senti que d'avoir 2 chapeaux, de conseiller du président du Rwanda et de président de Survie, que ça pouvait le gêner. Il est resté avec un contrat entre lui, disait-il, bénévole, pour aider le Rwanda, mais je me demande comment il survivait dans ce pays, dans les conditions du moment. Eh bien, en avril 1995, lorsque l'armée rwandaise a massacré les Hutus de Kibero, Survie a été la seule organisation à ne pas sortir de communiqué pour condamner ces massacres. Eh bien, je me suis rendu au secrétariat général de Survie. Quelque temps après, j'ai vu le secrétaire général, j'ai posé la question. Pourquoi vous n'avez pas condamné, comme tout le monde, le massacre des populations civiles dans le camp de Kibero? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, on ne l'a pas fait parce que la France n'est plus présente au Rwanda. Alors je lui ai dit, mais votre problème, c'est la France ou c'est les victimes que vous défendez? Il m'a dit, non, quand ça se passe dans un pays où la France n'est pas partie prenante, Survie n'intervient pas. Nous sommes là pour démontrer les défaillances de la diplomatie française et de l'armée française. C'est ce qu'il m'avait répondu à l'époque. Alors, de les voir aujourd'hui porter plainte contre Charles Onana, est-ce que c'est parce qu'il a parlé de l'opération turquoise? Dans ce cas, leur logique serait bonne, mais aller accuser Charles Onana d'être l'héritier de Pierre Péan, mais ça honore Charles Onana d'être l'héritier de Pierre Péan et pas l'inverse. On ne peut pas accuser quelqu'un d'être l'héritier d'un homme aussi immense et aussi généreux que Pierre Péan. C'est ce genre de petite... Je vais vous dire une chose, sans être juge, je crois que Survie et les autres associations qui portent plainte contre
Charles Onan, seront, comme Kagame à l'époque, obligées de retirer cette plainte à un certain moment. Ou alors, elles vont se casser le nez. Onana, ce n'est pas une petite feuille morte, c'est un roc de vérité. Nous serons tous là pour prouver que Charles Onana, ce qu'il a dit, ça nous concerne, ça concerne nos familles. Quand Charles Onana affirme qu'il y a eu des victimes des deux côtés, que le FPR a massacré des Hutus, des Tutsis, nous serons là pour le prouver, parce que nos familles ont été touchées par ces massacres-là. Je pense que Joseph a beaucoup d'éléments pour prouver que le contenu des livres de Charles Onana correspond exactement à l'histoire de notre pays. Et ce n'est pas Survie, ce n'est pas la FIDH, la Ligue, ce n'est pas eux qui doivent nous apprendre à parler des malheurs et de la souffrance de notre peuple. Quand un Africain veut bien le faire, avec justesse et élégance, comme Charles Onana, sans intérêt autre, eh bien, je souhaite bonne chance à ces associations qui se plaignent pour rendre service, en fait, au régime de Paul Kagame. Justement, je me rappelle, lui, avant de poser la question, justement, que vous venez de toucher du doigt, le fait de dire qu'il y a eu des victimes des deux côtés est généralement interprété par le régime de Kigali comme étant, justement, quand on dit que, par exemple, le FPR a massacré les gens, il y a même qui vont jusqu'à affirmer qu'il a commis un génocide contre les Hutus. Alors, le régime de Kigali et tous ses acolytes et tous ses turiféraires disent que le fait d'affirmer ça constitue à lui-même un déni contre les génocides. Ou alors, comment il s'appelle ça, la négation, ou alors on diminue la valeur. Voilà. Donc, tout ça, est-ce que je lui avais posé la question ici? Il m'avait répondu, je me rappelle bien, il m'a dit, moi, je ne nie rien. Je montre les faits. C'est ça qu'il m'a dit. Je montre les faits. Qu'ils viennent me prouver le contraire, tout simplement. En plus, quand je lui avais posé la question de savoir comment est-ce qu'il a été en contact avec il est un simple, enfin, un Camerounais, franco-camerounais, qui n'a rien à voir avec le Rwanda. Comment est-ce qu'il avait été vraiment amené à travailler sur le Rwanda? Il m'a dit que vraiment ça a été vraiment comme un flux de hasard. Parce qu'il avait rencontré un certain Deo Moussaïdi, justement, et Nietera dont vous parliez tout à l'heure. Et puis surtout, ça l'avait inquiété. Ça l'avait interpellé. C'est ça vraiment qu'il faut faire. Ça avait interpellé. Il dit, attends, il y a eu plus de 800 000 victimes en moins de 3 mois. Ces massacres ont commencé, tout le monde le dit, que l'attentat contre l'avion du président Habyarimana a été le déclencheur. Il a dit, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas d'enquête pour la personne qui a été à l'origine de cet attentat, qui a déclenché ces massacres qui ont été désignés comme génocide contre les Tutsis? Pourquoi? Ça c'est vraiment la procédure, c'est vraiment le cheminement d'un vrai journaliste d'investigation. Et quand il a été il a été creusé, il a été voir de plus loin, il a des documents. Moi, quand il m'a montré, moi j'ai eu la chance de le rencontrer aussi, comme vous, monsieur l'ambassadeur, et vous aussi, monsieur Matata, j'ai eu vraiment la chance de le rencontrer. C'est quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de très posé, de très calme, qui ne se laisse pas influencer par n'importe quel vent qui viendrait lui faire peur, mais vraiment, parce que lui, il se base sur les faits. Il dit, qu'on vienne me montrer le contraire. Je serai le premier à retirer ce que j'ai affirmé. Si jamais on me montre le contraire, on me prouve le contraire de ce que j'affirme, je suis intellectuel. Je peux me tromper. C'est le mot qu'il a utilisé. Je peux me tromper. Mais moi, j'avance les faits, je montre les faits, qu'on vienne me prouver le contraire, et alors, vraiment, je serai le premier à retirer tout ce que j'ai dit. Mais il m'a dit, jusque-là, rien. Même les plaintes qu'on avait posées, le président Kagame lui-même en personne, je me rappelle bien, il m'avait parlé dans la même interview, que le président Kagame avait été obligé de retirer sa plainte. Tout à l'heure, vous en avez touché un mot, monsieur l'ambassadeur. Est-ce que, quand on regarde, moi, j'aimerais vraiment qu'on essaie d'analyser, parce qu'on ne va pas entrer dans le dossier en lui-même, parce que c'est un dossier judiciaire. On va laisser les juges et le procureur et tout ce qui va autour vont faire leur travail. Mais nous avons quand même analysé l'environnement
politico-diplomatique entre la France et le Rwanda. Nous avons vu récemment justement le procès contre l'enquête qui avait commencé contre l'attentat du même avion justement dont je parlais, l'avion du président Habyarimana, dans lequel ont péri 2 présidents en exercice, ainsi que leurs proches collaborateurs et l'équipe de pilotes et techniciens, qui était d'ailleurs français. Et on vient de voir que on vient de faire ce qu'on appelle un non-lieu, de déclarer un non-lieu. On peut dire que le dossier n'est pas classé sans suite, mais est-ce qu'il y a des chances qu'il aboutisse? On ne sait pas. Quand on voit le réchauffement des relations franco-rwandaises maintenant, on les voit, les militaires français, les militaires rwandais qui vont défendre les intérêts français au Mozambique. On les voit en Centrafrique. Et hier, avant-hier, lors de la réunion de l'Assemblée générale du FPR, le président rwandais a affirmé qu'il y a encore 2 pays où ils vont envoyer les militaires. Il y a même un autre qui lui a échappé. Il a parlé du Bénin. Il a parlé d'un autre pays qui n'a pas voulu souligner. Mais moi, je sais lequel. Je ne veux pas le dire ici. Comme lui non plus n'a pas voulu le dire. Moi, je sais quel est ce pays dans lequel ils vont intervenir. Mais ce sont des pays, justement, où ils vont défendre les intérêts français. On voit justement cette relation qui est vraiment au plus haut. Vraiment, il est au meilleur pour le moment. Quand on regarde justement d'où il vient, ces relations, d'où elles viennent et où il se trouve maintenant, est-ce que vous n'avez pas peur que M. Charles Onana risque d'être victime justement de ces bonnes relations qui sont en train de se réchauffer? Je vais commencer par le diplomate et puis je terminerai par M. Matata. M. Matata, quel est votre point de vue sur cette question de risque qu'il y a que M. Charles Onana puisse être sacrifié sur l'autel des bonnes relations franco-rwandaises? Non, ce serait trop grave pour la France. Je crois qu'avant d'attaquer Charles Onana, ils vont peut-être d'abord manger les petits poissons que nous sommes, nous les Rwandais, parce que, vous savez, c'est un mouvement général de harcèlement et de persécution qui a commencé depuis un certain temps. Je m'excuse auprès de Joseph Matata, mais hier ou aujourd'hui, j'ai suivi une émission à la télévision rwandaise où les experts que vous connaissez, Tom Dahiro et d'autres, ont commencé une série de déconstruction des personnalités. Ils ont d'ailleurs parlé de Joseph Matata, bien sûr, en disant d'ailleurs ce n'est pas un Rwandais, c'est un Congolais. Son père est venu du Congo, sa mère, on ne sait pas. Ouais, honnêtement, à supposer même que ce soit vrai. À l'époque, c'est moi qu'on disait que j'étais Congolais. Maintenant, c'est Joseph Matata, parce qu'il se bat contre les violations des droits de l'homme et il a commencé avant 1994, alors qu'il n'avait pas de moyens, alors que c'était un citoyen isolé qui se battait contre tout un système. Et là, on veut le faire passer pour un Congolais qui se mêle des affaires des Rwandais. Je me suis dit, mais le Rwanda est tombé sur la tête ou quoi? Et donc, quand France, effectivement, survit, commence cette campagne contre Charles Onana. D'ailleurs, si vous lisez l'article de Survie sur cette affaire, il commence par dire, je vais vous lire la première partie. Charles Onana avait par le passé déjà été attaqué pour ses déclarations sur la chaîne de télévision LCI le 26 octobre 2019. Il y avait alors affirmé qu'entre 1990, moi j'ajoute justement affirmé, ou affirmé justement, qu'entre 1990 et 1994, il n'y a pas eu de génocide contre les Tutsis ni contre quiconque. Est-ce qu'il a menti? C'est ça l'histoire. Charles Onana a raison, il n'y a pas eu de génocide. Par contre, le FPR a voulu absolument qu'il y ait eu un génocide à partir du 1er octobre 1990. Mais ils sont en train de changer, de tripatouiller la Constitution. Je continue. Et alors, oui, ils disent... Monsieur l'ambassadeur, vous allez vous laisser continuer, mais
vous n'oubliez pas que selon la doxa du FPR, non, je suis en train de... Je lis encore l'article, Célestin. Oui, oui. Je lis l'article qui dit l'association communautaire rwandaise de France, c'est l'association des Inhore, que j'ai connue déjà, en fait, qui a été créée par le FPR juste au début de la guerre, avait porté plainte un mois plus tard, c'est-à-dire après que Charles Onana ait fait cette déclaration, qu'il n'y a pas eu de génocide entre 90 et 94. Ils ont porté plainte un mois plus tard, mais cette plainte, non assortie d'une constitution de partie civile, avait été classée sans suite par le parquet de Paris. Ce n'est pas pour cette raison, c'est tout simplement qu'elle était vide de contenu. Ouais, donc maintenant, qu'est-ce qui empêche les Rwandais de France, si Charles Onana est un négationniste, pourquoi la communauté rwandaise de France n'a pas porté plainte, comme elle l'a fait contre Madame, je ne vais pas en parler parce que son procès est en cours, et le résultat doit intervenir d'ici peut-être une semaine. Eh bien, pourquoi cette communauté rwandaise de France, qui n'est d'ailleurs de rwandaise que le nom, parce que en fait, c'est une communauté ethnique. Pourquoi ils n'ont pas porté plainte? Et donc, là, ils sont en train de se partager les rôles. Ils ont dit, nous, on ne peut plus essayer de porter plainte contre Charles Onana, ça va faire du bruit. Alors, survie, FIDH, s'il vous plaît, aidez-nous. On leur répartit les rôles, et maintenant, c'est eux qui viennent pour essayer de donner le coup de grâce à Charles. Mais ils n'arriveront pas. J'ai dit qu'ils vont se casser le nez sur ce dossier. Parce que les preuves existent. Tout ce que Charles Onana a dit, il l'a d'abord analysé. Il a des sources. Et ces sources premières, ce sont les Rwandais eux-mêmes. Et donc, nous serons là pour témoigner. Joseph Matata, certainement, moi aussi, et tous les autres. Parce que nous voulons soutenir Charles Onana, qui a tant fait pour donner une vraie image à l'histoire de notre pays, contrairement aux autres qui tripatouillent, qui... Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire, mais en tout cas, leur plainte n'a aucun fondement, aussi bien sur le plan factuel que sur le plan juridique d'ailleurs. Oui. Maintenant, le reste, on laisse ça à la justice française, on verra. Exactement. C'est pourquoi nous n'avons pas voulu entrer vraiment dans le dossier en lui-même, parce que ils vont le présenter, et puis Charles Onana va se présenter aussi. J'espère que lui, enfin non, je suis sûr que lui aussi, il a des arguments pour se défendre. Ça va de soi. Mais Monsieur Matata, quand vous observez la façon dont le monde est gouverné ici, en fait, ce qu'on appelle la real politique, quand vous voyez vraiment la façon dont la vérité est bafouée carrément. Nous avons même souvent tendance à constater, à notre brigandame, à constater vraiment avec le gré que souvent le mensonge remporte sur la vérité. Vous allez être d'accord avec moi, parce que vous, Monsieur Matata, je sais que vous avez commencé à vraiment essayer de lutter pour la vérité depuis des années 70, pour parler belge. Je me rappelle bien quand vous avez commencé dans les années 72 ou 72, où il y avait des gens qui commençaient à sortir les étudiants, les élèves dans les classes. Ils disaient, non, pourquoi vous les sortez? Pourquoi? Parce qu'ils sont tout petits. À ce moment-là, vous étiez un jeune homme qui était à l'école secondaire. Jusqu'aujourd'hui, vous êtes, quand je vois vos cheveux blancs, ça montre vraiment que vous avez gardé la même ligne. Mais vous avez constaté vous-même que souvent, la vérité ne remporte pas. Souvent. Même pour ne pas dire d'ailleurs, toujours d'ailleurs. La preuve, c'est que le FPR, jusque-là, la doxa du FPR, elle est généralement admise, même s'il y a des gens qui, vraiment, qui se tiennent debout sur leurs deux jambes, comme on dit en Nyarwanda, là je traduis mot à mot, vraiment qui tiennent tête, qui disent non, nous tenons debout, nous allons soutenir la vérité, nous allons défendre la vérité, quoi qu'il en coûte, même si en va de notre vie. Et je me rappelle bien toutes les menaces que tu as eues, monsieur Matata, au Rwanda, que ce soit sous le régime de Habyarimana d'ailleurs, que ce soit sous ce régime, ton nouveau régime, mais quand vous voyez la façon dont le monde est gouverné pour le moment, est-ce que vous n'avez pas peur que monsieur Onana
risque vraiment d'y passer? Bon, ils ont déjà essayé avec Pierre Péan. Ils ont perdu 2 fois. Nous étions justement à ce procès de Pierre Péan. Et si nous sommes encore en vie, on sera dans ce procès de, de notre ami Sharon Nana, un journaliste d'investigation très courageux qui aurait pu ne pas s'intéresser à notre sort. Mais comme je le dis, c'est grâce à Deo Mouchaïdi, un rescapé Tutsi du génocide, qui justement a travaillé avec Sharon Nana, avec Nietera. C'est tous des Tutsis. Nous sommes des Hutsis, des gens qui naissent. Nous sommes à cheval sur toutes les familles. C'est pour cela d'ailleurs que quand nous commémorons, nous les commémorons tous en même temps. On ne peut pas discriminer. Et c'est pour ça qu'on nous traite de négationnistes. Les grands patrons de l'apartheid de Rwanda et leur relais, leur laquais ici en Europe, ils nous traitent de négationnistes parce que nous avons refusé de discriminer nos frères et sœurs morts et massacrés par les 2 camps de bourreaux. Donc, nous avons refusé. Alors, si aujourd'hui la justice française devient une justice de vainqueur, là, on le saura. Mais en tout cas, dans le procès de Pierre Péan, il y avait encore des magistrats honnêtes qui ont tenu le coup, qui nous ont écoutés. Je me rappelle au procès de Sharon Nana, plutôt de Pierre Péan, j'ai donné une petite anecdote. J'ai donné au cours de mon témoignage, j'ai utilisé l'humour en me tournant vers mes frères envoyés par le FPR qui étaient dans la salle. Je leur ai dit, écoute, chers frères, chères sœurs, vous voulez maintenant tuer un médecin. Quand le médecin dit au malade qu'il est malade, il faut tuer le médecin ou il faut soigner la maladie. C'est ça que j'ai expliqué en regardant derrière pour vraiment leur dire, écoutez, Pierre Péan a découvert comme un médecin, il a diagnostiqué, il fait un diagnostic que nous avons un problème de culture du mensonge et nous, les malades, les menteurs, nous voulons le pendre, le tuer. Est-ce que nous allons tuer le mensonge ou quoi? Aujourd'hui, je crois qu'ils veulent encore s'amuser comme ça. Mais Sharon Nana, il est très compatissant. C'est quelqu'un qui tient à cœur. C'est un journaliste, justement. C'est pour ça qu'il fait un travail d'investigation. Et ce n'est pas sur le Rwanda seulement qu'il a travaillé. Il a su traiter tous les criminels de bord. Quand il parle des voyous de l'Arche d'aujourd'hui, ce sont des Français. Il n'a pas eu peur de les appeler voyous parce que, justement, ils avaient magouillé pour aller chercher des petits noirs à venir distribuer ici chez des familles qui n'ont pas d'enfants. Je veux bien. Ça aurait été peut-être une occasion, mais il faut passer par les voies légales. Je dois dire qu'ici au Rwanda, plutôt ici en Belgique, nous avions des orphelins de tout genre, Tutsi et Hutu. Kagame est venu les récupérer pour aller en faire des enfants de la rue au Rwanda. Il est venu, on les a arrachés ici. Ils n'étaient pas encore adoptés, mais ils allaient l'être, ou bien certains avaient grandi. Et Kagame les a réclamés. Et pour aller en faire quoi? Dieu seul le sait. Donc, pour vous dire qu'il y a un problème, un grand problème avec toutes les organisations qui sont manipulées par le FPR, par le régime totalitaire de Kagame. On dirait qu'ils mettent le bandeau devant les yeux, ils bouchent leurs oreilles et ils ferment leur conscience. Donc, ils perdent toute notion d'honnêteté, d'intégrité. C'est ça qui est malheureux. Mmh. Voilà.
Voilà. Aujourd'hui, nous avions vraiment fait une émission qui ne va pas dépasser 1 heure parce que on veut surtout vraiment montrer, manifester à M. Charles Onana notre soutien. Nous le soutenons vraiment parce que c'est quelqu'un qui essaye de se battre pour la vérité de ce qui se passe chez nous au Rwanda, dans la région des Grands Lacs. D'ailleurs, ici, nous avons parlé du Rwanda, mais j'ai vu vraiment l'organisation du côté du Congo. Les Congolais aussi sont en train de s'organiser vraiment pour essayer de le soutenir. C'est-à-dire qu'il sera soutenu vraiment de tous côtés, de tous ceux qui veulent vraiment connaître la vérité de ce qui se passe chez nous. Je ne sais pas si vous arrêtez un mot pour vraiment l'adresser à M. Charles Onana pour clôturer. Je vais vous le clôturer. Je vais vous mettre chacun 30 secondes, 1 minute pour clôturer, vraiment avec un mot à adresser à M. Charles Onana pour montrer ce que vous aimeriez vraiment lui dire pour le moment. Monsieur l'ambassadeur d'abord et puis M. Matata ensuite. Moi, ce que je voulais dire et sur quoi je voulais insister, c'est effectivement qu'il y a une pétition en circulation pour soutenir notre frère Charles Onana. Eh bien, je demande à tous nos amis congolais, rwandais, burundais et à tous les Africains soucieux de la vérité et de la justice de signer cette pétition parce que, effectivement, il en va de la vérité. Il en va aussi de l'honneur de Charles Onana qui est traité de tous les noms alors que c'est un grand défenseur de l'histoire de nos peuples. Je signale que cette pétition a été initiée par des amis congolais. Et elle est sur le site Mes Opinions. Donc, signons nombreux cette pétition pour montrer à Charles notre attachement aux idées qu'il défend, notre amitié tout simplement, et aussi pour dénuder ces faussaires de l'histoire de nos peuples. Ceux qui veulent fausser l'histoire de nos peuples, nous serons sur leur route et ils ne passeront pas. Charles Onana gagnera et nous avec. Salut Charles, et on parlera de tout ça. On ne va pas te laisser tout seul devant ces bourreaux-là. Voilà, exactement. Nous sommes presque déjà à 4800. Voilà. Je vous signale que tout à l'heure, quand je l'ai signé tout à l'heure, il n'y a même pas 3 heures, 4 heures, quand je l'ai signé, il était à 700 signatures seulement à ce moment-là. Ah non, ça va très vite. Ça va vite. Là, je sais, on est maintenant à 4700, presque 4800 déjà. C'est même pas 3 heures. Vraiment, je vous encourage tous ceux qui vraiment soutiennent Charles Onana, ceux qui veulent vraiment soutenir vraiment cet éminent journaliste, ce politologue. Vraiment, voici la fameuse pétition. Laissez libre le docteur Charles Onana. Vraiment, vous voyez qu'on est déjà à 4792, alors que, je vous le répète, je l'ai signé même pas 3 heures, on était à 700 signatures seulement. Donc, vous voyez, vraiment, continuez comme ça, pour que tout le monde, tous les auditeurs de Radio Rumuri, partagez-vous cette pétition, pour que vraiment la justice française comprenne que vraiment ce Charles Onana est soutenu et que vraiment on ne le laisse pas tomber. Et je vous passe la parole vraiment pour dire un mot à Charles Onana, Monsieur Matata. Je voudrais féliciter et remercier, dans le cas des mots de remerciement, pour tous les livres qu'il a produits. Voilà, ça, ici, je n'ai pas tous les livres qu'il a écrits sur le Rwanda. Ici, je n'en ai que 4. Eh bien, je voudrais te dire, cher Charles Onana, qu'au Rwanda, on trouvera un coin, une place, une rue qui va porter ton nom. Tu ne seras jamais disqualifié ou décrédibilisé par des associations qui travaillent pour un régime totalitaire. Mais tu seras honoré par un peuple qui a survécu à tous les coups des massacreurs du monde entier. Merci encore une fois, Charles Onana. On ne t'oubliera jamais. Tu es un héros pour nous et tu le resteras pour nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Merci beaucoup. Et chapeau à nos amis congolais qui ont pris l'initiative de cette pétition parce que c'est efficace, les pétitions, quoi qu'on dise. Oui, effectivement, vraiment, je vous remercie à tous les deux de nous avoir éclairés.
Je pense que c'est pas un sujet clos pour le moment. On va y revenir. C'est certainement qu'on va y revenir. Surtout que Charles Onana, d'ailleurs, on doit faire une interview d'ailleurs sur son dernier ouvrage, justement, que je viens de lire ici. Et je vous tiendrai au courant. Et vraiment, Charles Onana n'a pas cessé de faire parler de lui. Donc, je vous remercie alors et à la semaine prochaine pour ceux qui veulent nous suivre dans nos programmes en langue française. Je vous remercie. Bonne soirée et salut chez vous. Bonne soirée, mon frère Célestin. Bonne soirée, Joseph.